Ensuite, on passe à un autre chiffrement qui a été créé un peu plus tard, donc le Gamel en 84, les courbes elliptiques, le chiffrement par courbe elliptique, ça a été créé en 85. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est toujours de viser une performance pour le processus de chiffrement. Alors, naturellement, les clés utilisées sont plus courtes, avec la même puissance, je dirais, de sécurité qui existe dans les autres algorithmes, que ce soit RSA ou LGML. Alors, sauf que le problème qui se pose, c'est un peu, vous allez voir par la suite, au niveau de la théorie qui est un peu plus complexe, et particulièrement pour le choix des valeurs. Alors, c'est quoi les courbes elliptiques? C'est toujours, là vous voyez qu'à chaque fois on se réfère aux mathématiques. Et donc, d'une manière générale, sur l'ensemble des réels, donc les courbes elliptiques, c'est quoi? C'est un ensemble de points, x, y, qui vérifient une certaine équation. Donc l'équation, c'est quoi? C'est y au carré égale x au cube plus ax plus b. Alors, naturellement, il faudrait que ce discriminant soit différent de 0. Donc, pour avoir effectivement l'ensemble des valeurs qui peuvent être manipulées avec aisance. Et donc, par la suite, pour dessiner la courbe, l'idée, c'est quoi? C'est que vous voyez que l'équation, elle a des paramètres a et b. Donc, il faut fixer a et b. Et ensuite, ça nous permettra de calculer la valeur de y. Donc, y, c'est comme c au carré, la valeur de y, c'est la racine carrée de toute cette valeur. Alors, voici des exemples de courbes elliptiques. Donc, dans le premier cas, vous avez a qui est égal à moins 1 et b égal à 0. Dans le deuxième cas, c'est a égale à 1 et b égale à 1. Et donc, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne comme élément. Et donc, comme remarque, on parle de courbes elliptiques, mais on ne travaille pas sur les ellipses. On travaille sur ce genre de courbes qu'on appelle les courbes elliptiques. Alors, les valeurs, je dirais, qui sont données. Alors, si le discriminant est négatif, automatiquement, tu ne peux pas faire les calculs. Donc, c'est ce qui a été démontré mathématiquement. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails qui sont purement mathématiques, parce que ça prend plus de temps pour expliquer ces aspects mathématiques, ce qui n'est pas l'objet du cours. Alors, dans ces courbes elliptiques, donc l'idée c'est quoi? C'est d'essayer de travailler avec le même esprit qu'on a déjà vu jusqu'à présent, je dirais pour RSA et LGML. Donc pour RSA et LGML, le travail qui est fait, il est fait dans l'arithmétique modulaire. Alors ici, on va faire quelque chose qui est un peu proche de l'esprit de l'arithmétique modulaire, c'est de travailler sur la géométrie, c'est-à-dire vous avez des points, et donc vous allez définir des opérations sur les points. C'est-à-dire que vous avez deux points, comment vous allez passer à un troisième point? L'idée c'est quoi? On définit une opération interne qui est l'opération d'addition, c'est-à-dire vous allez ajouter deux points, et ça vous permettra de retomber sur un troisième point. Alors, automatiquement, ça vous permettra de définir une notion de groupe de points, puisque vous tombez toujours dans votre courbe elliptique. Alors, naturellement, dans chaque groupe, il y a cette notion d'élément neutre. Donc, vous avez un élément neutre. Alors, vous avez 3 points s'ils se trouvent toujours sur la même ligne, sont alignés. Donc, automatiquement, la somme, elle vaut l'élément neutre qu'on appelle O. Donc, c'est un point qui se trouve à l'infini. Donc, automatiquement, on définit ce point. On verra par la suite mathématiquement comment il a été défini.
Donc l'élément neutre, donc automatiquement, lui, il est égal à son inverse. Et pour n'importe quel point, donc quand vous rajoutez un point avec l'élément point neutre, donc automatiquement vous obtenez le point. Donc ce qui permet de donner cette notion de groupe. Et vous définissez aussi l'opposé d'un point. L'opposé d'un point, c'est quoi? Chaque point, on sait qu'il a deux coordonnées x et y. Donc l'opposé d'un point x, y, p, qui est x, y, son opposé, c'est quoi? C'est le point qui est x et moins y. Et donc, par la suite, pour pouvoir additionner deux points, donc l'idée géométriquement, comment on fait les choses, c'est de tracer la droite, les reliant. Donc, tu vas relier avec une droite P et Q. Et donc, ça va te donner un point d'intersection avec ta courbe elliptique. Et ensuite, comment se fait cette addition? On l'a défini de telle sorte que P plus Q est égal à moins R. Ça veut dire quoi? Ce point d'intersection, tu vas prendre le point symétrique par rapport à l'axe des X. Donc, regarde ce qui se passe ici, c'est parce que l'opposé d'un point, c'est quoi? Donc, tu vas prendre l'opposé par rapport à Y, donc moins Y. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pris la symétrie par rapport à ton axe des X. Et en conséquence, on va définir la somme comme étant l'opposé du point R. Alors, pour le voir, vous voyez sur la figure, regardez ici, voici l'exemple. Donc, vous avez deux points, P et Q. Donc, tu traces une droite. Donc, cette droite, l'intersection avec la courbe elliptique, c'est ici. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre le point qui est opposé par rapport à ce point ici. Et donc là, cette courbe, à vrai dire, qui est symétrique par rapport à cet axe. Donc automatiquement, tu vas prendre le point d'intersection qui se trouve de l'autre côté. Et donc ça, c'est ce qui va te donner le point qui est la somme des deux points P et Q. D'une manière similaire ici, vous avez P et Q et vous obtenez ça. Et donc vous prenez la symétrie, vous avez ça. Donc ça, c'est ce qui montre d'une manière géométrique comment les choses sont faites. Mathématiquement, c'est avec des calculs qu'on arrive à faire ce genre de choses. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de calculer justement toutes ces valeurs qui sont sur le point. Donc, on se ramène aussi à l'arithmétique modulaire. Et donc, vous avez la courbe initialement, elle est définie sur l'ensemble R. Ensuite, on va passer aux entiers relatifs, donc, puisqu'on va faire les calculs modulo P. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation de tout à l'heure, qui était y2 égale à x3 plus ax plus b, on va la réduire avec des modulos. Pourquoi? Ça permettra de donner un peu plus de puissance pour ne pas pouvoir retrouver un point par rapport à un autre. C'est-à-dire que quand tu as un point et tu vas avoir un nouveau point, donc tu ne peux pas faire ce mécanisme de retour d'une manière automatique. Donc ça, c'est dans l'esprit de chiffrement et de déchiffrement. Alors, à partir de cette équation-là, donc on va définir l'ensemble des points de la courbe elliptique qui sont définis par l'ensemble de ces points-là. C'est moyennant, bien entendu, de fixer A et B, donc qui sont des paramètres, et le modulo P qui est défini. Et donc ça va te définir l'ensemble des couples XY qui vont satisfaire cette équation. Et donc là, on parle de groupe elliptique. Donc tout à l'heure, on parlait du groupe par rapport à L gamelle. Donc ici, on va parler de groupe elliptique qui est lié à une équation, je dirais, de courbe elliptique. Alors voici un exemple. Prenons P égale à 23. Donc la courbe elliptique, là, on a choisi A et B qui est égal à 1. Et donc, tu vas avoir cette équation-là. Donc, l'ensemble des points, c'est quoi? C'est E23, qui est le P. Et les paramètres A et B, c'est 1 et 1. Donc, l'ensemble des couples dans l'équation, ça va être tous ces couples qui vérifient cette équation.
Donc cette équation modulo 23. Donc tu vas avoir tous ces couples-là qui vont vérifier l'équation de la courbe elliptique. Alors, ici, on va définir automatiquement, donc d'une manière intuitive, on a montré par géométrie ce qui était fait. Donc là, on va le faire justement modulo avec le module P et l'ensemble des points, comment les choses se font. Alors, automatiquement, toujours pour le point neutre, donc automatiquement, ça ne donne pas de changement. P plus O est égal toujours à P. Alors ensuite, vous avez un point avec son opposé, ce qu'on a montré tout à l'heure, automatiquement va vous donner automatiquement le 0, qui est l'élément neutre par rapport à l'addition. Donc je rappelle que l'opposé c'est quoi? C'est quand vous avez x, y, vous prenez x moins y, et donc vous avez l'opposé. Alors, automatiquement, ici, si dans E23, 1, 1, donc si vous prenez le point 13, 7, quel est le point opposé? C'est quoi? C'est 13 moins 7. Alors, je vous rappelle qu'en arithmétique modulaire, pour éliminer les valeurs négatives, il suffit de rajouter le module. Donc, moins 7, vous lui rajoutez 23, ça vous donne 16. Donc, le point opposé de 13, 7, c'est quoi? C'est le point 13, 16. Alors, ensuite, quand vous avez deux points, comment faire justement l'addition? Alors ici, vous avez deux possibilités. C'est Q qui doit être différent de P. Comment on fait les choses? Donc, on doit choisir la somme des deux éléments, c'est-à-dire le point P plus Q. Ça va vous donner un nouveau point R, qui est la somme de ces deux points. Donc, typiquement, avec le même procédé qui est fait d'une manière géométrique, ça, c'est avec des calculs qui est fait, des calculs mathématiques prouvés, justement, sur la base de cette géométrie. Alors, le point R, il a ses coordonnées qui sont XR, YR. Alors, comment calculer, justement, XR et YR? Vous avez un paramètre lambda, donc, qui est défini juste en dessous. Donc, c'est lambda au carré moins xp moins xq modulo p. Donc, ça, c'est la valeur de xr. Par contre, yr, c'est quoi? C'est lambda fois xp moins, qui sont en facteur, xp moins xr. Donc, xp, c'est le point de p. Alors, xr, c'est quoi? C'est le point que vous venez de calculer, moins yp. Et ça vous permettra d'obtenir XR et YR. Maintenant, le lambda, comment il est défini? Donc, vous avez les deux possibilités. Si P est différent de Q, donc c'est YQ moins YP sur XQ moins XP. Si par contre, P égale à Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de définir la somme, le double du point, c'est-à-dire que R est égal à P plus P, ce qui permet de dire 2 fois P, à vrai dire. Donc, la valeur, elle est calculée comme ça. C'est 3 x2 p plus a. A, c'est le paramètre de la courbe elliptique sur 2yp. Donc, ça, c'est dans le cas où p égale à q. Et donc, ici, ça nous a permis de définir justement l'addition de deux points. Donc, vous avez les deux cas. Soit les deux points sont différents, distincts, soit vous avez les deux points qui sont identiques, c'est-à-dire que vous allez faire la somme d'un point deux fois. Et donc, vous avez la règle qui est établie, qui vous permet de faire ce calcul. Et ensuite, on va définir la multiplication. Donc, la multiplication, comment on va la définir? On va la définir sur la base de l'addition, ce qui est normal. Donc, quand vous mettez, par exemple, 3P, c'est quoi? C'est autre que P plus P plus P. Donc ici, P plus P, on vient de définir l'équation pour dire si P égale à Q, c'est-à-dire P plus Q. Là, c'est Q qui est égal à P. Donc vous pouvez faire ce calcul-là, ce qui vous permettra d'obtenir un nouveau point R. Et donc à partir de ce point R, vous pouvez calculer le nouveau point, donc R plus P, qui vous donnera un autre point qui sera défini et qui n'est autre que 3P.
Et donc ça, c'est le mécanisme qui a été mis en œuvre par les courbes elliptiques pour faire les calculs. Donc voici un petit exemple qui vous permet de faire ces calculs, c'est d'appliquer carrément les, je dirais, les formules. Donc vous avez P et Q, vous voyez que P et Q sont différents. Et vous pouvez calculer effectivement, je dirais, je dirais, le, le point R sur la base des valeurs. Donc, vous calculez lambda. Et ensuite, à partir de lambda, vous pouvez toujours calculer XR et YR. Et donc, vous obtenez la somme P plus Q qui est égale à un nouveau point. Par contre, si vous voulez calculer 2P, donc d'un point qui est donné, le point 3,10, vous appliquez la formule aussi de lambda dans le cas où il y a l'égalité. Et donc, ça vous permettra effectivement d'avoir le résultat, d'avoir le 2P. Donc ça, c'est les opérations qui ont été définies pour réaliser la somme de points ou bien le produit de points, etc., etc. Ça, c'est dans quel but? C'est toujours dans le but de faire le chiffrement. Et donc, le chiffrement qui va être fait, c'est un peu le même esprit que le logarithme discret, sauf que c'est fait avec des points maintenant sur la courbe elliptique. Donc, vous avez un point Q et un point P. Donc, Q qui est égal à K fois P. Et là, c'est fait avec les calculs qu'on vient de définir de la courbe elliptique. Alors, automatiquement, naturellement, K, il est inférieur à P, puisque le calcul se fait par le modulo P, toujours. Alors, naturellement, quand vous avez votre point, je dirais, le calcul, il est facile de pouvoir calculer Q par rapport à P quand on connaît le petit K. Mais il est difficile de trouver K si tu connais P et Q. Pourquoi? Parce que tout le calcul, le processus de calcul, ça se résume quelque chose qui ressemble étrangement à l'arithmétique modulaire. Donc, vous ne pouvez pas déterminer automatiquement combien de fois vous avez fait ce calcul pour pouvoir arriver à Q à partir de P. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le problème, il est connu sous le nom de logarithme discret pour les courbes elliptiques. Donc automatiquement, c'est la force de cette méthode pour le calcul. Alors voici l'exemple d'utilisation des courbes elliptiques pour faire l'échange, je dirais, de clés. Donc, vous avez une courbe elliptique et par la suite, je vais choisir un point de départ G, donc dans la courbe, et dont l'ordre est élevé. Ça veut dire quoi? L'ordre élevé, ça veut dire que si tu as le point qui est G, donc l'ordre de G, c'est un peu comme le groupe tout à l'heure, c'était G à la puissance K pour retrouver l'élément neutre. Donc ici, c'est le point, donc quand tu vas le multiplier par n jusqu'à arriver à l'élément neutre, c'est-à-dire NG, va te donner l'élément neutre. Et on va dire c'est là, c'est l'un des points qui est un peu complexe pour pouvoir retrouver justement l'ordre de ce point où les choses ne sont pas simples pour faire ce calcul. Alors, l'échange de clés entre deux entités A et B va se dérouler comme suite. Ça veut dire que A, donc si je prends Alice et Bob classiquement, donc Alice, elle va choisir un point, donc un nombre inférieur à n, et qui sera sa clé privée, et elle va générer un nouveau point à partir de G, donc G qui a été choisi au départ.
et elle va avoir sa clé publique qui est le point PA, donc calculé sur la base de G avec sa clé secrète NA. D'une manière symétrique, Bob va choisir aussi NB avec la même démarche, et donc ça lui donne un nouveau point qui est le point PB, qui est calculé sur la base de NB fois G. Alors ensuite, A génère la clé secrète K, qui est égale à NA fois PB, puisque qu'est-ce qu'ils vont se faire les deux? Donc Alice va envoyer donc le point PA à B, à Bob, et Bob il va envoyer le PB à Alice. Donc Alice, dès qu'elle reçoit PB, elle va calculer NA fois PB. Et de la même manière, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer de la même manière NB fois PA une fois qu'il reçoit PA. Et vous allez remarquer que K, c'est le même qui est calculé chez Alice et Bob. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments. Donc, quand vous voyez PA, c'est quoi? C'est NA fois G. Donc, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire NB fois NA fois G. Et Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire NB fois NA fois G. Et donc là, on va retrouver la même quantité qui est calculée de part et d'autre. Et donc, voici un exemple numérique. Et donc, automatiquement, on fait ce calcul des deux côtés et par la suite, le calcul va nous donner le même point qui est généré par les deux éléments. Donc ça, c'est un procédé qui est connu en littérature, qui ressemble étrangement au procédé de ce qu'on appelle Diffie-Hellman, qui permet de faire l'échange de clés et d'avoir une clé secrète partagée entre les deux sans pouvoir échanger les secrets de part et d'autre. Donc ça, c'est l'élément, je dirais, de base des courbes elliptiques qui permettent de réaliser le service, par exemple, d'échange de clés entre les éléments. Donc, vous voyez ici une des caractéristiques importantes, c'est que vous n'avez pas de calcul d'exponentiation modulaire, etc., qui nécessite beaucoup de calculs. C'est principalement c'est un ajout de points. Et donc, l'ajout de points, c'est quoi? C'est des opérations simples qui sont faites et qui ne demandent pas beaucoup de calculs. Et donc, principalement, les courbes elliptiques ont été développées principalement pour des systèmes qui n'ont pas de grande capacité, je dirais, de calcul pour pouvoir réaliser ces opérations. Donc, on parle de plus en plus que les courbes elliptiques vont être dédiées à des devices ou des, je dirais, terminaux qui n'ont pas une grande puissance de calcul et donc qui permettent d'obtenir une sécurité qui est assez, je dirais, équivalente aux algorithmes de chiffrement tels que Al-Gamel ou bien le RSA. Donc c'est dans ce sens que les courbes elliptiques qui ont été faites. Alors, principalement, un des problèmes qui est un peu lourd, ça veut dire qu'au niveau de la génération, il faudrait disposer d'un mécanisme qui nous permet de faire ce calcul, parce que ce calcul n'est pas évident. Donc, c'est quoi? C'est que vous prenez un élément, un point de départ qui est générateur, il faudrait que son ordre soit élevé. Vous voyez ici que l'ordre de ce point, c'est de 240. Alors, automatiquement, comment trouver ce point? Les choses ne sont pas simples à faire. Donc, il y a des systèmes qui ont été dédiés et qui permettent de générer, c'est un peu l'équivalent des, si vous trouvez dans RSA ou bien dans Elgamal, vous avez des générateurs de nombres aléatoires. Donc ici, c'est les générateurs de points et qui sont en même temps, je dirais, des points génériques. Pourquoi? Parce que par la suite, il faut trouver l'ordre de ce point qui doit être très élevé. Donc ici, on a vu que ce point, c'est
son ordre est 240, chose qui est un peu plus difficile à trouver, je dirais, d'une manière intuitive. Donc, vous êtes obligé d'avoir un système sous-jacent qui est capable de faire ce genre de choses et vous permettra de faire les calculs concernant ce système de courbes elliptiques. Alors, la même chose aussi est utilisée dans RSA, plutôt les courbes elliptiques, pour pouvoir faire chiffrer. Donc, tout l'astuce et l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un texte en clair, il faudrait que ce texte en clair, vous allez le transcrire en un point de la courbe elliptique. Donc, vous faites cette correspondance entre le message et un point de la courbe elliptique. Et à partir de là, vous allez pouvoir, je dirais, réaliser votre chiffrement. Et donc, le chiffrement, ça va être sous cette forme-là. Donc, c'est un couple. Ça ressemble un peu à l'esprit d'El-Gamel. Et donc, ça vous permettra effectivement de réaliser votre chiffrement. Donc, vous voyez que vous avez toujours ce point dans l'ordre, il est élevé, donc qui est le générateur. Et pour chiffrer, donc vous prenez un nombre qui est le K, et vous calculez Kg plus P plus K PB. Et donc ça vous permettra, à partir de ces éléments-là, de pouvoir réaliser votre chiffrement. Et automatiquement, pour pouvoir, je dirais, avoir le déchiffrement, donc ça va être sous cette opération inverse qui est réalisée pour trouver le déchiffrement. Et donc ça, c'est ce qui est utilisé pour, je dirais, le chiffrement à travers tous les éléments. Donc vous voyez que la puissance, je dirais, des courbes elliptiques, donc les études qui ont été menées, si vous prenez une courbe elliptique avec une taille de 160 bits, c'est l'équivalent d'avoir du RSA, par exemple, avec 1248 bits. Et donc ça, c'est ce qui vous donne que principalement la courbe elliptique, elle a un avantage sérieux, c'est quoi? C'est automatiquement, ça permettra de faire beaucoup plus je dirais, d'opérations équivalentes à la sécurité, mais avec moins de calculs qui sont réalisés. Alors, d'une manière générale, c'est quoi? C'est vous avez dans tout ce mécanisme de chiffrement, on a vu le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. C'est vrai que le chiffrement symétrique, il est rapide. On a vu que c'est des histoires de bits, de substitution et de permutation qui est faite sur des bits, et ça va être quelque chose qui est très rapide par rapport au chiffrement asymétrique. Sauf que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est cette gestion de clés qui doit nous poser des problèmes. Pourquoi? Parce que plus la population augmente, c'est que chaque deux partenaires qui veulent communiquer entre eux, il faudrait qu'ils disposent d'une clé secrète entre les deux. Le problème, c'est comment disposer la clé secrète entre eux. Et maintenant, même si on dispose, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec un nombre de clés qui est assez élevé. Donc, chaque élément, s'il a n partenaire, il va avoir n clés qu'il doit sauvegarder pour pouvoir communiquer avec les autres. Et par contre, pour tout ce qui est asymétrique, donc on n'a pas ce problème de clé secrète à partager. La clé secrète reste secrète. Ce qui est partagé, c'est public. Donc, partager en public, c'est ce qu'il y a de plus simple. On a cette possibilité aussi je dirais, de réaliser des authentifications grâce à l'usage de la clé publique et de la clé secrète, donc facilement pour savoir qu'on est en partenaire, en communication avec le partenaire. Je dirais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que de plus en plus, la taille des clés devient importante. Et comme la taille des clés devient importante, c'est-à-dire les calculs deviennent plus importants. Et bien entendu,
je dirais, le temps de chiffrement, déchiffrement qui peut être un peu plus élevé. On a vu l'astuce dans RSA, comment réduire le temps de chiffrement et déchiffrement, donc par le choix de la clé publique et par l'usage de théorème des restes chinois. Et de nos jours, ce qui est fait dans la pratique, c'est, à vrai dire, un produit mixte des deux. C'est ce qui se passe, par exemple, dans ce que vous utilisez dans la navigation sur Internet, HTTPS. Donc, le HTTPS, comment il fonctionne? Il fonctionne avec un système mixte, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une authentification et pouvoir échanger une clé secrète, c'est qu'on utilise la clé publique, on fait du chiffrement avec de la clé publique, on génère une clé secrète et ensuite le partage se fait entre les deux partenaires. Et les deux partenaires, pendant la session, peuvent utiliser uniquement cette clé secrète qui est symétrique. Et donc, c'est comme ça que les choses se font dans la pratique, c'est-à-dire qu'on essaie de tirer profit de l'avantage de l'un et de l'autre et de réduire l'inconvénient de l'un et de l'autre. Donc, on sait que la clé symétrique, elle est très rapide. Donc, pendant la navigation, on peut échanger les données chiffrées avec une clé symétrique, sauf que cette clé elle est jetable, c'est-à-dire qu'elle est utilisée uniquement pendant la session et en dehors de la session, elle sera jetée. La prochaine fois, ça va être une nouvelle clé et ainsi de suite. Donc, ce qui permettra de donner un peu plus de puissance au niveau du chiffrement et à son usage pratique.